Un autre outil essentiel à l'analyse de la situation de départ est la carte de l'expérience. Celle-ci est une représentation visuelle du chemin typique d'un utilisateur tel qu'il l'a vécu. C'est un portrait de la situation avant d'intervenir. Une carte comme ça est un modèle puissant parce qu'il comporte beaucoup d'informations sur lesquelles on peut prendre action. Si vous connaissez un peu la pratique du UX, peut-être avez-vous utilisé ou vu passer des cartes de l'expérience, ou peut-être des parcours de l'utilisateur. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le UX, un des défis de notre pratique, c'est son jargon. Il y a beaucoup de termes qui se ressemblent. La carte de l'expérience, ou Experience Map en anglais, et le parcours de l'utilisateur, qui s'appelle aussi le Customer Journey, présentent exactement le même type d'informations. C'est pourquoi ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable. Techniquement, leur différence est leur objet. Le parcours de l'utilisateur suit un utilisateur, donc un persona, dans son interaction avec un produit ou un service spécifique. Par exemple, le site transactionnel d'un magasin, en particulier. Tandis que la carte de l'expérience cartographie, elle, une situation plus générale. Par exemple, le processus d'achat d'une nouvelle auto. Dans les deux cas, il s'agit d'un artefact autonome, facile à comprendre. Pour le reste de cette capsule, je parlerai de carte de l'expérience, mais vous comprendrez que ça s'applique aussi au parcours de l'utilisateur. Donc, la carte de l'expérience met l'accent sur les points de contact, de friction, de rupture et d'opportunité au fil de l'expérience de l'utilisateur. Elle fait suite à la construction des personas, et il est important de se baser sur les personas pour la construire. La carte de l'expérience se développe dans le temps. Elle débute généralement avec les besoins et les motivations qui sous-tendent le déclenchement de cette expérience et se termine avec l'accomplissement des objectifs. On la construit à partir des informations de la collecte de données, donc les entrevues, l'observation, plus le scénario d'usage typique qu'on aura identifié en faisant les personas. On le creuse plus en avant. Cette visualisation s'articule autour de 4 types d'informations. Donc, les phases de l'expérience, les actions qui sont faites, le processus mental qui accompagne ces actions, ce que les gens pensent, ainsi que leurs émotions, leur état d'esprit, ce qu'ils ressentent. Comme vous le remarquez, certaines de ces informations peuvent provenir de la carte de l'empathie. Tout ça, on commencera par le déposer sur un squelette des moments clés de l'expérience. Par exemple, considérons l'expérience de faire une petite épicerie. Alors, avant d'aller travailler, on se fait une note mentale d'acheter ce qui manque pour le souper. Après l'ouvrage, on passe au magasin, selon la quantité de choses à acheter, selon si on est allé à pied ou en voiture, selon les rabais en circulaire ou les coupons qu'on a, on décide d'une épicerie. On entre à l'épicerie, on se prend un panier. Vu l'heure qu'il est, on est un peu fatigué, on commence à avoir faim. Ce magasin nous fait entrer par les fruits et légumes. Premier coup d'œil, tout semble bon. On est rassuré, on va trouver ce qu'on a besoin, le souper va être bon. On fait le tour du magasin rapidement, on n'a besoin que de quelques items. Il y a du monde dans les allées, mais ça va. Il y a assez de place pour les contourner et arriver rapidement où on veut aller. On a tout trouvé. Il ne reste qu'à payer et à sortir. On a vu les différentes phases de cette expérience. À chaque phase, différentes activités et réflexions s'inscrivent. Alors, regardons ça. La particularité de la carte de l'expérience et du parcours utilisateur est qu'ils nous font voir les émotions à chaque étape, permettant d'identifier les points de friction. Et souvenez-vous qu'il s'agit d'une représentation de l'expérience telle qu'elle existe avant l'intervention de l'équipe de design, et non d'une vision de l'expérience proposée. Donc, de retour à l'épicerie, voyons les émotions. Avant d'entreprendre l'épicerie, on est dans l'anticipation, qui peut être positive ou négative. Est-ce qu'on va trouver ce qu'on a besoin? Après, vu la quantité de paramètres qui entrent dans le choix d'une épicerie, on sera plus ou moins accablé par ce choix. Est-ce qu'on magasine à une ou une autre épicerie? Est-ce qu'on y va à pied? Est-ce qu'on a des rabais? Etc. Ça peut devenir lourd. Bon, ça y est, on entre. Wow! Quelle abondance de produits frais! On fait les allées. Bon, ça va, c'est très correct comme expérience.
On arrive aux caisses. Ah, mais il y a du monde. 4 personnes en ligne à chaque caisse. On vérifie s'il y a une caisse rapide. Ouais, super, il y en a 2. Le passage à la caisse se fait bien, la caissière est gentille, on sort du magasin heureuse et prête pour le souper. Et si le souper est bon, on se fera une note mentale que les aliments de cette épicerie ont participé à notre succès. Par contre, si l'expérience de la caisse nous laisse épuisés, affamés, irrités, on se fait une note mentale de plus jamais venir ici après le travail. Le dernier segment de l'expérience a d'autant plus d'impact qu'on sait que nos souvenirs se construisent sur la base de 2 moments dans l'expérience. Le moment le plus fort, qu'il soit positif ou négatif, et sur la fin de l'expérience. On pourrait dire ici que le passage à la caisse compte double. D'où l'idée de mettre sur pied des caisses rapides ou des caisses libre-service qui allègent la fin de l'expérience. L'épicier et l'équipe de conception s'attarderont à toutes les phases de l'expérience en identifiant le parcours de l'utilisateur pour chacun des personnages. Ils veulent voir l'expérience de faire l'épicerie du point de vue de l'utilisateur. Un mot sur la construction de la carte de l'expérience, qui est plus complexe que de construire une carte de l'empathie. Pour votre première carte, armez-vous de fiches autocollantes, des post-it. Commencez par classer les informations dans une sorte de tableau, en gardant l'option de déplacer les choses à mesure que votre histoire se développe. Ce ne sera pas beau au début, mais ça va être utile. Une fois tous les niveaux d'information colligés, vous les mettrez au propre. Les représentations de ces cartes varient autant que les praticiens qui les créent. On visera à clairement communiquer l'expérience ressentie par l'utilisateur, soit rendre l'histoire visuelle, accessible, attrayante et synthétique. Les individus qui consulteront cet outil sont souvent ceux qui possèdent le pouvoir décisionnel au sein des différents départements et qui n'ont pas nécessairement le temps à investir pour étudier et comprendre une carte qui serait trop complexe. Donc, les 3 principes de base d'une bonne carte de l'expérience sont: elle sera simple à comprendre en un coup d'œil. N'ayez pas peur d'inclure des descriptions. Ce sera un artefact autonome. Tout ce qu'il faut pour comprendre la carte doit être inclus. Et elle sera partageable. Créez une immense affiche, accrochez-la au mur de l'équipe de conception. Créez également une version laminée, grande comme ça, que vous pouvez faire circuler. Une fois construite, il faudrait y faire référence souvent. Finalement, comme le personnage, une carte d'expérience n'est pas un outil définitif. Au contraire, elle doit être partagée, et elle évoluera avec le temps et avec l'évolution de l'expérience des utilisateurs.